Voilà, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous. Mettez-vous en ligne. On va quitter ici. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. C'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Partagez le direct massivement. Partagez le direct. Je viens. Partagez le direct, on va quitter ici. Mais rassurez-vous, Cédric, regardez, Nicolas, notre rugbyman, a l'air de se régaler. Moi, j'ai adoré. Sincèrement, ce mélange des saveurs pour moi, c'est nickel. Je aussi un petit peu avec la petite sucrée. C'est parfait. Sincèrement, c'est bon. Et d'ailleurs, si les autres ils ne mangent pas, c'est sympa, c'est original, parce qu'on a une boîte de ça. Franchement, j'ai adoré. Tellement j'ai mangé même celui des filles qui n'aiment pas ça. Mettez-vous en ligne, on va quitter ici. Alors, la recette de Cédric, elle vous a fait changer d'avis sur les sardines. Alors, je vais être tout à fait honnête avec toi. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. On va changer de position. Qui est vraiment désagréable, ce qui fait que ça marche pas. C'est vrai que j'ai fait un boulot et j'espère que je vais pas comprendre le point à côté. Je pense que ça va. Cédric, vous avez raison de marrer une totale confiance en vous. Allez, vous allez vous rattraper avec la suite de votre repas. Mettez-vous en ligne. Partagez le direct massivement. Partagez le direct massivement. Partagez-le, partagez-le, partagez-le. Partagez-le massivement. Permettez-moi de prendre un verre d'eau bien glacée pour que je puisse m'hydrater la gorge. Il fait très chaud ici. Tiens. C'est important. Demain, 21h, section d'assaut, le concert événement en direct et en exclusivité sur W9. Le Crédit Mutuel, parrain depuis 20 ans de toutes les musiques, tous les talents, venez là à votre soirée musicale. Donc, partagez le direct et abonnez-vous massivement sur ma page Didier Complet. Attends, ça refroidit mon cœur, ça fait doyo, doyo, doyo. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Voilà, partagez le direct. Partagez le direct, on va quitter ici. Ouais, c'est moi qui le dis, hein, la 3e guerre mondiale est en cours. C'est très important parce que ce qui se passe, les gens ne savent pas ce qui se passe en réalité. Ce qui est déclenché là, tiens, ça ne va pas s'arrêter maintenant. Ça va s'élargir, ça va prendre de l'ampleur. Voilà. Alors, bonjour à tous et à tout pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable, bien compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Monton, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir 5 plein droit et padrino Camari des Oula. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la 3e guerre mondiale. Oui, on va l'appeler comme ça. 3e guerre mondiale. Pourquoi j'ai dit nous sommes déjà dans la 3e guerre mondiale? D'abord, il y a un fait qui est très très remarquable. Hier, le président de la République de la France, lors de son discours, avait dit qu'il fallait que son pays passe en économie de guerre. Un pays qui est en économie de guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut favoriser, il faut faire du favoritisme à l'armée car le pays est en guerre. Et donc, mais quand vous regardez, mais la France est en guerre avec qui? Pourquoi le président de la République de France dit que son pays doit passer en économie de guerre? Qui a attaqué la France? En réalité, nous sommes déjà dans la 3e guerre mondiale.
Mais c'est encore un peu flou. Et donc, les gens ne voient pas ce qui se passe réellement. Mais avec le temps, ça va se dévoiler petit à petit. Mais ceux qui sont dans les bois sacrés commencent à comprendre. Et le pape qui est là, c'est le pape, a déclaré que avant le déclenchement des hostilités, il y a un chef d'État occidental qui l'appelait, qui lui a fait comprendre que la troisième guerre mondiale allait commencer en Ukraine. Car l'OTAN est aux portes de la Russie. Et les Russes aboient. Et qu'ils considèrent les Russes comme des impérialistes. Est-ce que vous comprenez? L'OTAN considère la Russie comme un pays impérial. Et donc voilà pourquoi ils sont partis aux portes des Russes. Et les Russes qui aboient, alors les hostilités vont commencer bientôt. Et donc lui, il est convaincu. Et donc il a averti le pape que la troisième guerre mondiale allait commencer là. Je parle un peu, je prends un peu le truc, après on va rentrer dans le but du sujet, vraiment. Il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe au niveau de la Chine. Le président Xi Jinping a fait signer une loi, c'est-à-dire, il a soumis une loi à l'Assemblée nationale chinoise. Cette loi stipule que la Chine a le plein droit de mener une opération spéciale militaire sur l'île qu'on appelle Taïwan. Ah, vous ne savez pas? Oui, cette loi vient d'être signée en Chine. Donc le président chinois vient de prendre l'engagement en signant. C'est-à-dire il a signé une loi, il a soumis ça à son assemblée pour que les gens de là-bas approuvent la loi, disant que la Chine se réserve le droit de mener une opération militaire sur Taïwan. Donc ça y est en cours. Donc le président, c'est lui qui a signé. Mais ils vont valider, puisque là-bas c'est un parti unique. Et lui qui est le leader de ce parti unique, c'est le président Xi Jinping. Mais il faudrait que, avant que les hostilités ne commencent à Taïwan, il faudrait que le peuple chinois soit d'accord. Et donc pour que le peuple chinois soit d'accord, il faut soumettre la proposition du président en question aux représentants du peuple. Et donc ça y est en cours. Ils sont là élaborés. Ils vont, bientôt ça va voir le jour. Et donc dès lors que les députés chinois approuveront la proposition du chef d'État chinois, en ce moment-là, la Chine rentrera à Taïwan. Parce que on est là, des choses passent sur nos nez. Pourquoi la Chine veut accélérer ce processus? La Chine veut accélérer le processus parce que l'Occident et les États-Unis d'Amérique sont dans une démarche, veulent pousser Taïwan à proclamer son indépendance. Et donc, une fois que l'indépendance taïwanaise sera proclamée, les Occidentaux reconnaîtront automatiquement l'indépendance de Taïwan. Et donc, ce qui fera que les Occidentaux, les Américains diront que Taïwan et la Chine ne sont pas une seule patrie, mais deux patries différentes. Est-ce que vous comprenez? Or, la Chine dit qu'elle ne peut pas permettre aux Occidentaux de pousser les Taïwanais à proclamer leur indépendance. Et que la Chine est prête à se battre, quel que soit le prix à payer, quelle que soit la puissance en face, se battra jusqu'au dernier, afin que le Taïwan ne soit pas un pays indépendant. Afin que Taïwan et la Chine soient un seul pays, une seule patrie. Donc, vous voyez ce qui se passe. Suite à cela, la Russie a dit qu'elle soutient la Chine pleinement dans cette démarche. Et que Taïwan et la Chine font un seul pays. Le président nicaraguayen, c'est Ortega, il a annulé la diplomatie entre son pays et Taïwan, disant qu'il met fin à la coopération avec Taïwan parce que lui, il reconnaît un seul pays, la Chine. Donc, qui dit Taïwan dit la Chine. Bon. Donc, voilà les trucs globaux qui se passent en ce moment. Au Parlement russe, appelé la Douma, il y a eu une proposition de loi qui est en cours en ce moment. Ça a été déposé quand? Ça a été déposé quand? Ça a été déposé le vendredi passé
cette loi stimule quoi? La Douma russe propose à ce que la reconnaissance de la Fédération de Russie de l'indépendance de la Lituanie soit arrachée. C'est-à-dire la loi que les députés russes ont proposée, et ça y est en cours de traitement en ce moment, dit que la Fédération de Russie n'a qu'à annuler l'indépendance de la Lituanie. Puisque avant 1991, la Lituanie faisait partie de l'Union soviétique. Et la partie où la Lituanie est là, c'était l'impératrice Catherine II qui avait conquis ce territoire-là pour pouvoir avoir accès à la mer. Pas la mer Noire, mais comment on appelle ça? À la mer où il y a la Suède, cette mer qui est là. La Suède et puis donc c'est eux qui avaient lutté pour avoir le pôle lituanien. Et donc maintenant, est-ce que vous comprenez? Maintenant la Russie veut annuler l'indépendance de la Lituanie. Ce qui revient à dire que si cette loi est votée par les députés russes, la Fédération de Russie considérera la Lituanie comme une partie de la Fédération de Russie. Et donc se réservera le droit à prendre la Lituanie, quelle que soit l'alliance de la Lituanie avec l'OTAN. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La Lituanie est reconnue comme un pays indépendant, donc a le plein droit de signer un accord avec une puissance étrangère ou bien un groupe de pays pour sa défense. Mais si la Fédération de Russie reconnaît à partir de cette loi qui a été proposée, qui est en cours d'études en Russie, disant que à partir de maintenant, la Lituanie est un pays hostile à la Russie. La Lituanie est un pays dangereux pour la sécurité de la Russie. Et donc, la Russie abandonne l'indépendance de la Lituanie et à partir de maintenant ne reconnaît plus l'indépendance de la Lituanie et que la Lituanie est une partie de la Russie parce qu'il y a une population de 30% russophone en Lituanie. Pour ceux qui ne savent pas, donc les Lituaniens, là, parmi eux, il y a 30% qui parlent russe, qui sont une population russe. Ouais, ils parlent russe là-bas. En dehors de leur langue lituanienne, ils parlent aussi russe et la population est 30%. Donc la Russie peut dire, bon, nous on ne reconnaît plus la Lituanie indépendante et que la Lituanie fait partie de la Fédération de Russie. En ce moment-là, la Russie peut se réserver le droit pour dire, bon, c'est notre territoire, on va aller conquérir notre territoire. Et que nous ne voulons pas que l'OTAN nous fasse barrage. Pourquoi ils veulent prendre le truc en la Lituanie? Parce qu'ils disent, il y a Kaliningrad. Je ne sais pas si c'est Stalingrad. Oui, il y a Stalingrad entre la Lituanie, entre la Lituanie et la Pologne. Est-ce que vous comprenez? Et que la Lituanie, depuis le déclenchement des hostilités sur le territoire ukrainien, la Lituanie se met au devant et commence à montrer une russophobie pas possible. Et donc le gouvernement russe dit qu'il est inquiet par rapport au comportement lituanien. Et donc, dans sa lutte contre l'OTAN, ainsi qu'avec les États-Unis d'Amérique, Stalingrad devient un territoire russe qui est menacé par les pays membres de l'OTAN par rapport à la position lituanienne. Et donc, la Russie veut annuler l'indépendance de la Lituanie pour récupérer la Lituanie et avoir une position claire, forte, vis-à-vis de l'OTAN, c'est-à-dire relier Stalingrad avec la Lituanie pour que cette union puisse déboucher sur la Biélorussie. Parce que la Biélorussie est d'accord avec la Russie. Donc, qui dit Biélorussie dit Russie. Parce qu'ils ont renforcé leur accord, tout ça là. Donc, c'est comme si la Biélorussie et la Russie sont un seul peuple. Et donc, quand vous arrivez en Biélorussie, vous trouvez Lituanie, l'Estonie. Est-ce que vous comprenez? Donc, derrière la Lituanie se trouve Stalingrad.
Donc la Russie veut récupérer la Lituanie, plus, comme la Biélorussie est déjà dans son giron, ce qui fera qu'elle ne se sentira plus menacée par l'OTAN. Donc voici la stratégie qui est élaborée. Mais ce n'est pas seulement la Lituanie. La Russie, dans cette même loi, a proposé encore une nouvelle loi pour dire qu'elle ne veut plus reconnaître les dépendances de l'Ukraine. Et que pour la Russie, l'Ukraine est un territoire russe. Est-ce que vous comprenez même? La Russie veut annuler l'indépendance de l'Ukraine, annuler l'indépendance de la Lituanie et de l'Estonie. Parce que la Russie conclut que dans les années 91, ces pays faisaient partie de l'Union soviétique. Et que ces pays avaient eu leur indépendance suite à une manipulation de l'Occident face aux dirigeants, de l'Union soviétique qui étaient là, qui étaient des alcoolos, qui avaient été trompés par l'Occident. Et suite à leur indépendance, ils ont pris ces pays pour mettre ça dans le camp occidental. Et donc la Russie veut rétablir les territoires de l'ancienne Union soviétique. Et donc l'idéologie a pris le dessus. Et en ce moment-là, je ne vois pas comment est-ce que ça peut s'arrêter en fait. Comment est-ce que ça peut s'arrêter? Et donc Poutine ne va pas s'arrêter au Donbass. Il ne va pas s'arrêter au Donbass. Voilà, il ne s'arrêtera pas au Donbass. Puisque ce qui est suggéré, tout ça là, il veut conquérir, il veut reprendre tous les anciens États de l'Union soviétique. La loi, parce que n'oublions pas, Poutine, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et si les députés ont proposé cela, c'est parce que Poutine est d'accord. Parce que ceux qui ont proposé cela, c'est ceux qui font partie du parti unique, Russie unie. Donc ce sont les députés membres du parti politique de Vladimir Poutine qui ont suggéré cette loi. Et cette loi a été saisie par les députés de la Douma, opposants comme parti au pouvoir. Eux tous ils sont d'accord. C'est-à-dire cette opération spéciale que Poutine mène, les opposants même à Poutine ils sont d'accord. Il y a même d'autres opposants qui sont encore plus violents que Poutine, qui disent Poutine est trop gentil, qu'est-ce qu'il attend? Il n'a qu'à éliminer Zelensky. Et puis d'autres même ils poussent au Poutine. Donc parmi eux c'est Poutine qui est le plus modéré en fait. Sinon parmi les Russes il y a d'autres qui sont plus violents, qui veulent coûte que coûte la mort même du président ukrainien. S'il s'agissait d'eux, si c'est eux qui étaient au pouvoir, eux ils voulaient même une attaque sur Kiev, abattre le président en question. C'est Poutine qui les maîtrise. Et donc les Occidentaux, ils ont intérêt à négocier immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Mais ils ont intérêt à pousser la Lituanie et l'Estonie à se calmer petit à petit parce que ça risque de dégénérer. Or, si la Lituanie et l'Estonie sont attaquées, vous comprendrez que l'OTAN ne va pas rester calme. Parce que en ce moment-là, l'Europe sait que c'est à ses portes et l'Allemagne sait qu'automatiquement elle sera directement menacée. Donc Poutine veut profiter suite au désarmement des pays membres de l'OTAN. Il sait que les pays membres de l'OTAN, c'est-à-dire les pays européens, ne sont pas armés comme il se devait. Et donc si Poutine veut perdre le temps avant d'aller conquérir ces pays, alors il laisse le temps aux pays membres de l'OTAN, surtout les pays européens, à se surarmer. Et donc ça va être difficile pour une opération future. Est-ce que vous comprenez? Donc pour le moment, il sait que au niveau de l'armement, les Européens ne sont pas à la pointe. Ils sont à la traîne. Et que tout celui sur lequel ils comptent, c'est l'Amérique en fait. Les États-Unis d'Amérique qui est capable de les alimenter en armes et en munitions. Mais eux-mêmes, avoir une industrie d'armement grandiose, ils ne sont pas à la hauteur. D'où Emmanuel Macron a dit non, il faut produire assez d'armes, nous sommes à la traîne, mais Poutine ne veut pas les laisser se renforcer, devenir puissants. Il veut profiter de leurs faiblesses en même temps. Et donc, il concorde dans les opérations avec Xi Jinping. Xi Jinping qui va attaquer Taïwan, l'Amérique sera dans l'obligation à vouloir défendre Taïwan. Or, l'inflation aux États-Unis, elle est galopante en fait.
C'est-à-dire l'économie américaine est en train d'être détruite aux États-Unis. Donc le fait de vouloir livrer des armes à Taïwan, s'occuper de l'Ukraine, où la Russie va multiplier les attaques dans d'autres pays, membres de l'OTAN, la Russie aussi se déporte sur le territoire américain. Ah mais bien sûr, sur Nicaragua, parce que le président Ortega, parce que Nicaragua est un pays de l'Afrique, de l'Amérique centrale, n'est pas loin du Venezuela, n'est pas fait frontière avec la Colombie. Et depuis Nicaragua, la Russie peut menacer les États-Unis. Donc la télévision russe a dit, mais c'est une très bonne position. Le mois prochain, les Russes vont atterrir au Nicaragua pour ouvrir une base militaire là-bas. Et donc, c'est une manière de mettre aussi la pression sur les Américains. Puisque la Russie a dans sa vision de conquérir les autres pays, mais la Russie va tout faire pour amener des armes lourdes là-bas. Au cas où, s'ils veulent conquérir les pays de l'ancienne zone soviétique, et que les Américains veulent s'agiter, ils vont dire, mais si vous nous menacez ici, nous aussi, nous sommes sur votre territoire, on va aussi vous menacer là-bas. Donc, vous avez intérêt à essayer de négocier, à ne pas intervenir, à ne pas vous immiscer dans nos opérations. Laissez-nous avec les Européens, on va gérer ça. Et il se peut que les Américains dribblent les Européens pour dire, bon, écoutez, ceci, cela, pour éviter la guerre mondiale, trouvons un accord, ceci, cela. Et ils seront dans l'obligation de trouver un accord. Donc, voici un peu ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Sinon, la Russie n'allait pas vouloir amener une base militaire. Parce que Nicaragua est à 1000 km. Et à 1000 km des États-Unis d'Amérique. Or, les missiles russes vont au-delà de 1000 km. Vont au-delà de 1000 km. Même les missiles, comme on appelle ça, calibre, les missiles croisières, c'est à 2000 km de portée. Donc, simplement, les missiles Zircon vont aussi au-delà de 2000 km. Et ils ont beaucoup de missiles qui peuvent menacer directement le territoire américain. Et donc, depuis l'Amérique centrale, ils peuvent frapper les États-Unis d'Amérique. Si jamais les Américains s'immiscent dans les opérations russes pour vouloir déclencher une guerre ici, la Russie ne va pas hésiter à déclencher aussi les hostilités sur le territoire américain. Ce qui poussera les Américains à réfléchir 2 fois et à se calmer. Donc, c'est une position stratégique. Et vous verrez, parce que depuis la nuit des temps, l'Amérique ne s'est jamais sentie menacée sur son propre continent. Elle déporte les guerres ailleurs, parce qu'elle sait qu'elle est dans une zone tranquille, dans une zone où personne ne la menace. Mais dès lors qu'il y a une puissance étrangère qui envoie une base militaire là-bas, l'Amérique se sent menacée. Et elle est dans l'obligation de négocier. Mais d'autres diront la crise de Cuba, les missiles de Cuba. Oui, les missiles de Cuba, les Américains et les Russes et l'Union soviétique étaient dans l'obligation de négocier. Parce qu'il y avait des armes nucléaires en Turquie et en Italie. Est-ce que vous le savez? Mais suite aux missiles de Cuba, les Américains étaient obligés de retirer les armes nucléaires de la Turquie et de l'Italie. Et l'Union soviétique avait démantelé ses lanceurs sur l'île. Et donc, vous comprenez. Maintenant, si aujourd'hui, la Russie commence à installer des lanceurs de missiles balistiques au cœur même du continent américain qui menaceraient, ils savent que la Russie ne va pas là-bas pour menacer d'autres pays. Ils vont là-bas pour un affrontement avec les Américains. Or, Nicaragua a accès à la mer, ce qui permettra aux sous-marins russes, aux navires russes d'avoir accès à la mer sur le continent américain, ce qui deviendra une menace réelle pour l'Amérique. Est-ce que vous comprenez? Et donc la Russie veut créer une alliance Cuba, Venezuela, Nicaragua pour mener des exercices ensemble, une alliance au sein du continent américain. Ce qui ne va pas plaire à l'oncle Sam. Et donc, s'il demande aux Russes de quitter là-bas, la Russie va dire, bon, si vous voulez qu'on quitte, mais vous là, ne vous mêlez pas de nos actions qu'on mène sur le territoire
européens, c'est-à-dire l'Estonie, Lituanie et l'Ukraine, retirez-vous, ne leur donnez plus des armes. Ensuite, nous aussi, on peut se retirer de votre continent. Ainsi, les Américains pourront avoir la conscience tranquille. Ils vont dire, bon, on prend l'engagement, ils vont faire des accords secrets. Maintenant, s'ils ne veulent pas, la Russie aussi ne va pas se retirer. Et ça va déclencher les hostilités mondiales. Non, les temps ont changé. De nos jours, chaque pays, c'est ce qui il compte. Parce qu'avant, les Américains, ils faisaient le malin à travers le monde. Mais aujourd'hui, là, la Russie ou la Chine n'ont plus peur des États-Unis d'Amérique. Et puis, ils sont conscients. Ils sont conscients qu'une guerre mondiale nucléaire va aussi détruire les États-Unis d'Amérique. Pourquoi, dans cette affaire de la Russie, ils sont là, ils hésitent beaucoup. Ils hésitent parce qu'ils savent que la Russie a la capacité de les frapper. Autant des missiles de Cuba, la Russie n'avait pas encore les missiles balistiques à longue portée. Est-ce que vous comprenez? Donc, autant des missiles de Cuba, pour que la Russie puisse atteindre le territoire américain, il fallait à la Russie d'avoir des bases militaires à proximité des États-Unis d'Amérique. Et donc, les missiles russes allaient atteindre le territoire américain. C'était des missiles qui avaient une portée de 500 km. Donc, pour atteindre Cuba et Amérique, ça fait 185 km. Est-ce que vous comprenez? 185 km. Et les missiles russes étaient à une portée de 500 km. Donc, pour que vienne Mimi, donc pour que les Russes puissent atteindre le territoire américain, il leur fallait un pays proche des États-Unis d'Amérique. Pendant ce temps, les Américains, eux, ils avaient déjà des bombardiers nucléaires, capables de voler et bombarder le territoire américain, l'Union soviétique. Je viens. Donc, eux, ils avaient déjà des bombardiers nucléaires capables de voler et bombarder l'Union soviétique. Et l'Union soviétique n'avait pas un système d'armes capable de riposter pour atteindre le territoire américain. Et donc, il fallait à l'Union soviétique un pays proche où elle allait envoyer ses armes. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Amérique se montrait menaçante. Mais aujourd'hui, le pays qui a les meilleurs missiles intercontinentaux du monde, c'est la Russie. Et les gens le savent. Et les gros suppositoires du temps moderne, c'est la Russie qui dispose des gros suppositoires du temps moderne. C'est-à-dire les missiles russes. Les Russes, quand eux, ils font des missiles, ils ne font pas à peu près. Eux, ils font des gros suppositoires seulement. Bon, les Européens, ils font des petits suppositoires, les trucs, mais les Russes, eux, c'est gros seulement, ils font. Même dans l'histoire, ce qui avait poussé les Américains et l'Union soviétique à négocier sur les missiles, c'est la Sa-bomba. C'est-à-dire, les Russes avaient conçu une bombe des milliers de fois plus puissante que celle d'Hiroshima et de Nagasaki. Quand ils avaient lagué ça, quand les Américains ont vu, ils ont dit, la bombe est si puissante que non, ils ne voulaient pas laisser l'Union soviétique continuer sur cette volée. Ils ont dit non, négocions un accord pour réduire la puissance de feu ou bien ne plus produire ces genres d'armes. Et ça avait poussé les Américains à négocier. Donc on appelle ça la Sa-bomba. Ça avait poussé les Russes à diminuer la puissance de la bombe en question. À limiter la puissance de la bombe. Les Russes avaient les meilleurs sous-marins du monde. Et les plus gros du monde. Mais ils avaient négocié avec les Américains encore. Parce que les Américains, dès lors que tu as un armement qui peut les menacer réellement, ils cherchent tout de suite un accord. Pour éviter que tu les menaces. Donc ils avaient demandé un accord avec les Russes, l'Union soviétique, pour leur demander d'annuler les sous-marins, tels sous-marins, parce que bon, les deux pays ne vont jamais s'attaquer, et ceci, cela. Est-ce que vous comprenez?
Et suite à ça, ils ont dit, bon, faut pas, on va avoir des boucliers antimissiles, comme ça, mutuelle destruction est assurée. C'est-à-dire, tu me lances un missile, je peux te lancer un missile, sans qu'il y ait des contre-mesures. Mais les Américains, pendant qu'ils bernaient l'Union soviétique, eux, ils concevaient déjà des missiles anti-aériens. Et quand ils ont conçu ça, ils ont envoyé ça en Europe pour entourer la Russie. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, eux, ils étaient dans l'objectif de bombarder la Russie. Et quand la Russie allait riposter, eux, ils allaient avoir un bouclier anti-missile qui allait protéger l'Amérique via l'Europe. Parce que quand la Russie allait lancer ses missiles, ben, les intercepteurs américains qui sont déployés en Europe, ils allaient intercepter les missiles russes avant même que ces missiles n'arrivent sur le territoire américain. Quand la Russie a vu cette menace, mais elle a aussi développé ses missiles anti-aériens. Elle a fait sortir plusieurs gammes de missiles anti-aériens et est rentrée dans une course d'armement en créant les armes hypersoniques pour rendre inutile ce fameux bouclier anti-missile américain. Donc avec les missiles hypersoniques, la Russie peut frapper du nord au sud sur le territoire américain sans que l'Amérique ne soit capable d'intercepter les missiles russes. Est-ce que vous avez compris? Mais dans ça, la Russie a fait sortir les SAMAT. C'est ce que les Occidentaux appellent le Satan 2. C'est un missile qui est tellement balèze. Dans les missiles occidentaux, il y a 8 têtes nucléaires. Les Russes ont mis 12 têtes chez eux. Donc, c'est-à-dire, quand les Russes ils font la proportion, ils dépassent les limites toujours. Pendant que les Occidentaux conçoivent des missiles où ils mettent 8 têtes nucléaires dans leur missile, 8 bombes atomiques dans le seul missile. Les Russes, eux, ils mettent 12. Le jour, les Européens vont mettre 12, les Russes, ils vont mettre 20. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une manière de leur faire comprendre que si vous nous frappez, notre seul missile, ça peut détruire des milliers de trucs d'endroits de vos nations. Donc, faites très attention. Donc, la Russie, les missiles russes peuvent passer du pôle nord comme au pôle sud. C'est-à-dire, la Russie peut frapper les États-Unis en passant par le pôle sud. C'est-à-dire, le missile peut quitter en Russie, contourner vers l'Afrique du Sud, passer au sud, vers le Brésil, parce qu'il ne peut pas intercepter, ça va tellement vite, à 20 000 km/h. Est-ce que vous comprenez même? 20 000 km, le missile, quand il va là, il parcourt 20 000 km en une heure. Jamais aucun missile n'a jamais fait un tel parcours. Il n'y a que les Russes seuls qui possèdent une telle technologie. Donc 20 000 km en une heure. Ce qui veut dire, du pôle sud au pôle nord, la Russie peut frapper les États-Unis sans qu'aucun bouclier antimissile ne puisse intercepter. Ça peut passer dans ton espace aérien. Tes radars vont dire, d'ici ils vont localiser le missile. Le missile est déjà dans l'espace aérien de l'autre pays. Donc ils ne peuvent pas intercepter. Ils vont voir seulement la fumée du missile. Mais le missile, lui, il est déjà parti. Et il va frapper sans être intercepté. Mais les missiles américains, les Russes peuvent intercepter ça. Si ces missiles sont lancés depuis les États-Unis. D'où les Américains, ils savent qu'ils n'ont pas une telle technologie. Donc ils sont obligés d'utiliser les pays qui font frontière avec la Russie pour mettre des armes nucléaires là-bas. Comme ça, ils vont avoir aussi la capacité de riposter. Si la Russie les frappe sur le territoire, eux aussi vont riposter sur le territoire russe sans que les Russes ne puissent intercepter leurs missiles. Voilà la vision américaine. Mais je vais vous dire quelque chose, pour ceux qui ne savent pas. Les Russes, ils ont créé une technologie, on appelle ça la main morte. La main morte. Ça consiste à faire quoi? Parce que quand on dit Russie, les gens ils ne savent pas. Les pays qui ont les silos de lancement dans le monde, ils sont 1-1. La France n'a pas telle technologie, c'est-à-dire le missile, on creuse un gros. Vous voyez, non? Quand les Russes ils font leurs essais nucléaires, c'est un espace vide. Il y a un gros trou comme ça, et puis le missile, il sort du trou. Et puis, il part dans l'espace. Voilà, on appelle ça les silos de lancement.
immobile. Il y a mobile sur les voitures, ça peut se déplacer. Mais aussi, ça peut ne pas se déplacer, ça peut rester dans un seul endroit. Mais les Français n'ont pas ça. Ils n'ont même pas les silos de lancement immobile et mobile. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais les Russes, leur silo de lancement mobile, truc immobile, ils ont fait, non, mobile, ils appellent ça la même mode. Les gros trous qu'ils ont creusés là, ils ont mis un système de lancement solo. C'est-à-dire, même si vous avez réussi à détruire la Russie, et qu'il n'y a plus de commandant en chef, le missile, ces missiles sont programmés pour se déclencher seuls en fait. Est-ce que vous comprenez? Ça se déclenche seul sans qu'un être humain n'appuie sur ça. Donc, ils ont mis un logiciel qui n'est pas relié aux autres missiles, mais qui est à part. C'est un système d'enclenchement à part, qui n'est pas associé aux autres. Donc, même si vous lancez des cyberattaques pour annuler les frappes russes, leur missile, un truc qu'on appelle la même honte, les Russes, ils ont leur propre Internet, qui n'est pas relié à l'Internet mondial. Et donc, pour pirater leur Internet, là, c'est très difficile. Et dans leur propre Internet, ils ont créé un système unique pour leurs missiles, la même mode. C'est-à-dire, si un pays étranger frappait, attaquait la Russie avec une arme nucléaire, les missiles qu'ils appellent la même mode se déclenchent seuls et cherchent l'endroit, localisent le pays qui a lancé le missile. Et les missiles vont là-bas seuls pour frapper ce pays. Est-ce que vous comprenez? Donc même si Poutine, même il est mort, même si tous les commandants sont morts, et qu'un missile frappe la Russie peut riposter toujours à travers son système de même mode. Donc les missiles s'auto-déclenchent seuls, cherchent l'endroit, cherchent le pays à travers les GPS, les radars. Ils savent quel pays qui a lancé, d'où vient le missile. Et les missiles s'abattent sur le pays seul, sans que personne ne dirige ces missiles. Donc, il y a peu de pays qui ont ça. Les États-Unis ont ça, et puis la Russie a ça. Les deux pays au monde qui ont ça. En dehors d'eux, là, il n'y a pas un autre pays qui a ce système. Même mode. Le système de lancement de missiles que la France a, c'est le système lancé par les sous-marins et leurs avions qu'on appelle Rafale. Leurs armes nucléaires sont laguées par soit les avions ou soit par les sous-marins nucléaires, c'est tout. Les Français, ils n'ont pas beaucoup, ils ont 4 sous-marins nucléaires, c'est tout. Ils en ont 4. Ils en ont 4 sous-marins nucléaires. C'est sur ça qu'ils se basent pour dire la dissuasion, la dissuasion. Donc, un pays qui veut faire du mal à la France, si, bon, je ne vais pas parler de ça. Donc, ils ont 4 sous-marins nucléaires et des avions Rafale. Donc, eux, leurs armes nucléaires là sont laguées par les sous-marins nucléaires et les avions, c'est tout. Ils n'ont pas un système un missile nucléaire qui serait lancé par un avion, par un véhicule, c'est-à-dire sol, air, les trucs comme ça. Ils n'ont pas ce système de missile nucléaire. Est-ce que vous comprenez? Mais les Russes ont tout. Ils peuvent frapper à travers des armes nucléaires par leur aviation. Parce que c'est ça la différence. Quand on dit grande puissance, c'est pas un truc. Non. Grande puissance, c'est ça. Les Russes peuvent frapper à travers leur aviation. Leur Tupolev 160, et puis ils ont le Tupolev 100 quelque chose. Ils ont plusieurs gammes. Et puis il y a leur avion qui a les hélices comme ça. Cet avion est fabriqué pour transporter les bombes. Est-ce que vous comprenez? Les bombes qui font au moins 20 tonnes de pesanteur. Donc ces avions sont conçus pour soulever ces genres de bombes, pour laguer ça à un endroit précis. Voilà. Et donc ils ont ces bombardiers à long rayon d'action pour transporter des bombes nucléaires. Et maintenant ils ont leur MiG-31 pour transporter aussi des armes nucléaires à travers le Kingal. Ils peuvent mettre une tête nucléaire sur le Kingal. Et donc, les MiG-31 peuvent transporter les Kingal transformés en une arme nucléaire. Les Tupolev 160 et les Tupolev, je ne sais pas, il y a plusieurs gammes de Tupolev.
peuvent transporter ces gens de trucs. Et ils ont les gros camions que vous voyez quand ils font les défilés, les gros suppositoires, les gros missiles, ça peut lancer. Il y a les trucs, les lanceurs, hein, les lanceurs immobiles. Est-ce que vous comprenez? C'est les missiles qui sont implantés dans des endroits vides, dans des trous qui sont là-bas, qui sont implantés à travers toute la Russie. Donc pour détruire ces missiles-là, il faut avoir un radar performant parce que ce n'est pas des trucs qui se déplacent. C'est un trou qui est fermé, on dirait un truc, c'est comme le goudron. Tu penses que tu marches sur le goudron, mais en bas là, il y a un missile qui est là. Donc le jour J, tu vois que le goudron, il y a un fer qui se lève, ça ouvre le goudron, le missile on déclenche. Donc ils ont ces genres de lanceurs. Et ils ont des lanceurs à travers des sous-marins. Donc le lancement russe, c'est un lancement global, efficace et performant. Mimi, ça va? Donc c'est efficace et performant. Oui, oui, ils appellent ça la même honte. Donc ça, la France n'a pas ça. La France n'a pas ça. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour que, au cas où les généraux russes, peut-être ils sont à une réunion, et puis un pays nucléaire, décide de frapper la salle où ils sont en train de faire la réunion. Et que ceux qui connaissent le code nucléaire, eux tous ils sont dedans et puis ils meurent. Maintenant, les armes nucléaires sont là. Si quelqu'un d'autre ne connaît pas les codes, comment il peut riposter? Et donc, à travers la même honte, la Russie a la capacité de riposter. Même si quelqu'un ne possède plus les codes, les missiles s'auto-déclenchent seuls et frappent l'endroit qui a frappé. Et donc, les autres puissances sont conscientes de ça. Et il y a un radar. La Russie et les États-Unis sont les seuls pays qui possèdent des radars de lancement précoce. C'est-à-dire à travers le monde entier. Si tu fais essai d'un tir nucléaire, les Russes et les Américains sont au courant automatiquement. Pourquoi? Parce qu'ils ont un radar à longue portée connecté avec des satellites. Et donc ces radars surveillent la Terre tout entière. Est-ce que vous comprenez? Ces radars surveillent la Terre tout entière. Et donc quand un pays lance un missile, ils savent que ce pays a lancé un missile, a fait essai d'un missile. Voilà pourquoi les Américains, pour faire leur essai de missile, ils ne peuvent pas se cacher pour dire on va faire ça dans le secret. Les Russes aussi, pour faire leur essai de missile nucléaire, ils ne peuvent pas se cacher pour dire ils font ça dans le secret. Ils sont obligés d'informer l'un et l'autre. Parce que si tu n'informes pas l'autre, et que tu fais ton essai, l'autre peut considérer ça comme une attaque contre son pays. En ce moment, lui, il peut riposter. Donc, quelles que soient même les tensions, quand les Russes veulent faire un essai nucléaire, ils préviennent les Américains. Quand les Américains aussi veulent le faire, ils préviennent les Russes. Parce qu'ils sont au courant que quel que soit ce qu'ils vont faire comme essai dans le secret, les Russes sont au courant. Les Russes aussi, ils savent que quel que soit ce qu'ils feront comme essai dans le secret, les Américains sont informés. Est-ce que vous comprenez? Mais les gens vont dire, mais comment ils savent? Oui, c'est un système d'ingéniosité qui ont été conçus par ces deux grandes puissances pour être au courant, pour ne pas être surpris d'une frappe nucléaire. Donc, ces deux pays-là, si un pays les frappe, ils savent quel pays qui a lancé le missile en fait. Que ça soit dans la mer, ils savent où le sous-marin est placé. Le sous-marin qui a lancé le missile, ils savent automatiquement c'est quel sous-marin qui a lancé le missile. Ils peuvent prendre des bombardiers pour aller repérer la zone. S'ils identifient le sous-marin, ils savent que le sous-marin appartient à tel pays. Donc la riposte est vite faite en fait sur ce pays en question. Est-ce que vous comprenez? Mais la France n'a pas ce système. Et la Russie est en train d'aider la Chine à avoir le même système d'alerte globale. Et les Américains ont protesté, ils ont dit, mais pourquoi les Russes aident les Chinois à fabriquer un tel système? Mais les Russes sont là à aider les Chinois à fabriquer le même système parce que les Américains, quand ce truc fatigue les Chinois dans la mer de Chine. Et donc, pour ne pas que la Chine soit surprise, ne soit pas surprise d'une frappe préventive américaine sur le territoire chinois, pour ne pas que les Américains confondent, mettent un truc la zizanie, pour ne pas qu'ils trafiquent les choses, pour frapper la Chine, et ils vont dire non, c'est les Russes qui vous ont frappé pour mélanger. Donc les Russes aident les Chinois à avoir le même système global précoce.
Donc, dès lors que les Chinois auront ce même système, parce que c'est une technologie très très pointue, c'est pas n'importe quel pays qui a ça. Donc, les Russes, en donnant ça aux Chinois, ils sont en train d'aider la Chine sur le plan militaire. Et donc, du coup, les Américains ont protesté, ils ont été contre, mais c'est comme ça. Parce que c'est nos limites. Entre la Chine et la Russie, c'est nos limites. Les deux pays coopèrent. Et donc, la Russie donne assez de technologie militaire à la Chine, en fait. Regardez tous les avions chinois, ce sont des copiés de trucs des avions russes. Regardez leurs avions. Tout ce que les Chinois ont fabriqué, ce sont des copies des avions russes. Parce qu'ils payent des avions russes et après ils prennent la technologie de l'aviation russe. Et puis eux maintenant, ils font pour eux. Peut-être pour eux c'est moins performant, peut-être ils font tout pour que ça soit plus performant, je n'en sais rien. Mais quand la Russie fait sortir l'avion, eux ils payent. Même les systèmes S-400, mais regardez les systèmes de défense aérienne chinoise, vous verrez que c'est la même chose comme les S-400. Quand ils ont payé pour les Russes, S-400, ils ont payé ça dans la main des Russes. Et puis eux aussi, ils ont fabriqué aussi pour eux le S-400. Et donc voilà, ils prennent la même technologie, ils font tout à peu près. Les États-Unis créent moins la Chine que la Russie parce que le niveau de technologie militaire qu'il y a entre la Chine et la Russie diffère. La Russie atteint un niveau de technologie pas possible. Et les Américains, ils savent. Et les Américains, ils savent que les Russes ont plusieurs systèmes pour frapper les Américains. La même mode, c'est que les Chinois n'ont pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, les Américains, ils peuvent dire, bon, nous, on sait que les Chinois, leurs missiles, ils ont mis ça au sous-sol dans un bunker, dans tel endroit. Ils peuvent lancer une attaque surprise. C'est le centre de commandement, ils peuvent bousiller là-bas, détruire en même temps pour ne pas que la Chine ait la capacité de riposter. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ils peuvent mettre ça dans leur tête. Ils peuvent préparer un coup avec leurs alliés pour lancer une attaque massive avec des milliers d'avions sur la Chine, en attaquant toutes les bases militaires aériennes, les bases de lanceurs de missiles, et pour mettre en incapacité la Chine de riposter. Mais avec la Russie, ils ne peuvent pas, puisque il y a des missiles, des gros suppositoires, les Satan 2 qui sont sous terre, hein, avec des trucs, c'est-à-dire, vous ne remarquez pas quand la Russie fait des essais nucléaires, il y a un espace vide, souvent, ce n'est pas voiture qui lance ça, le missile sort de la terre, et puis ça va dans l'espace. Mais où ça sort là? Souvent quand il neige, la neige ferme l'endroit, et puis c'est comme si tu peux marcher par là, tu ne peux pas savoir qu'il y a un gros trou, il y a un missile là-bas. Et c'est planté comme ça dans toute la Russie. Les gros suppositoires sont partout. Mais comment les Américains peuvent identifier ces endroits-là pour frapper en même temps? Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas identifier tous ces endroits-là. Et donc, même s'ils faisaient combine avec leurs alliés pour attaquer la Russie en même temps, et qu'il n'y avait plus de trucs d'état-major, il n'y avait plus de président, les missiles qui sont cachés partout en Russie, qui ne sont pas dans des hangars, qui ne sont pas dans des bases militaires, mais qui sont dans chaque rue de Moscou, dans chaque rue de chaque ville russe, mais ces missiles peuvent se déclencher seuls. On appelle ça la même mode et c'est programmé pour ça. Ce sont des missiles qui sont programmés pour ça, pour frapper sans que l'être humain, on appelle ça l'intelligence artificielle. Ce sont des missiles qui sont programmés. Il y a un programme qui est là-bas, hein, qui est intégré dans le missile qui peut se déclencher. Dès lors que les satellites ou les radars russes repèrent des missiles nucléaires s'abattant sur le territoire russe, ces missiles s'auto-déclenchent automatiquement pour mener la riposte vite fait. Et donc, ils sont conscients, les Américains sont conscients, les Européens sont conscients. Ils ne peuvent jamais attaquer la Russie comme ça pour dire c'est une surprise, on va les frapper sans riposte. Ils sont conscients que ça ne verra jamais le jour. S'ils attaquent, il y aura la riposte. Vite fait. Donc, ils sont conscients. Voilà pourquoi cette histoire d'Ukraine, ils font truc. Ce qu'ils veulent faire, ils veulent affaiblir l'armée russe. En fait, en utilisant l'Ukraine, parce qu'après demain, le mercredi, il y a une très grande réunion
des pays membres de l'OTAN. Donc, ils ont dit, ils sont maintenant 50. Ils ont fait du lobbying jusqu'à ils ont atteint 50 pays. Donc, les 50 là, ils vont, c'est-à-dire l'Amérique dit, les 50 pays là, ils vont exiger à chaque pays de donner des milliers d'armes sophistiquées à l'Ukraine pour que l'Ukraine gagne. Ils savent que l'Ukraine ne va pas gagner. Mais leur stratégie, c'est de tout faire pour épuiser la Russie, hein, pour que l'armée russe soit détruite sur le territoire ukrainien. Est-ce que vous comprenez? Afin que la Russie ne soit plus une menace pour eux. Mais c'est là que Django va souffrir. Je viens. Oui, descends, allez. Descends, vite. Viens. Désolé. Donc voici ce qui se passe sur le terrain. Merci pour les personnes qui m'ont donné les 200 étoiles. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Donc voici un peu ce qui se passe, c'est que les Occidentaux veulent réellement en découdre avec les Russes. Les Russes aussi, ils sont conscients, ils savent que les Occidentaux veulent en découdre avec eux. Eux aussi, ils ont décidé d'en découdre avec les Occidentaux. Mais ce qui échappe aux Occidentaux, c'est qu'ils pensent que les Russes sont seuls. Voici là où le bas blesse. Ils pensent que la Russie est seule.
C'est là que je vois la grandeur et la puissance de feu russe en fait. Malgré tout ceci, la Russie n'a jamais fait appel à l'un de ses alliés. Et les Occidentaux, ils sont heureux. Ils disent, ah, malgré l'opération spéciale, les alliés même de la Russie n'ont jamais donné coup de main à la Russie. Ce qui veut dire que la Russie a isolé. Ça veut dire même les alliés de la Russie ne soutiennent pas la Russie. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Parce que leur alliance là, c'est quand tu en as besoin, tu fais appel. Mais la Russie n'a jamais fait appel à ses alliés. Même la Biélorussie. La Russie n'a jamais demandé aux Biélorusses, venez nous aider. N'a jamais demandé à l'Arménie, venez nous aider. Elle n'a jamais demandé au Kazakhstan, venez nous aider. Non. Les Russes, ils se font confiance et ils ont confiance en leur armée. Et ils n'ont jamais déclenché la mobilisation nationale. Chose que les Ukrainiens ont déjà faite. Chose que les pays membres de l'OTAN, ils sont en train de mobiliser des militaires de partout. Mais les Russes n'ont jamais déclenché une mobilisation nationale. Donc, ce n'est pas les humains qui manquent aux Russes. Ce n'est pas les armes qui manquent aux Russes. Ils ont de quoi à répondre. Parce que s'ils font sortir tous leurs armements, les Occidentaux vont savoir qu'ils ont telle arme, telle arme. Donc, petit à petit, ils font sortir des armes que les Occidentaux n'ont jamais vues. Donc, avec le temps, ils ont d'autres armes qu'ils n'ont pas encore utilisées. Ils n'ont pas encore utilisé leurs armes. Pourquoi ils n'utilisent pas trop leur aviation? Ils n'utilisent pas leur aviation pour ne pas que les Occidentaux étudient les avions russes. Tous les avions russes. Donc, les Russes ont gardé d'autres capacités. Parce que s'ils utilisent toute l'aviation russe, les Occidentaux, ils vont rester là pour espionner. Ah, l'avion, ça fonctionne ça. Donc, pour abattre ça, il faut faire ceci, cela. Et ils vont faire des calculs bidons. Ou bien des vrais calculs. Comme ça, au cas où il y a un vrai affrontement, ils vont abattre les avions russes sans que les Russes ne soient à mesure de fatiguer leur aviation. Donc, les Russes se réservent le droit de garder d'autres capacités sans les utiliser. La Russie a d'autres drones. Le Sukhoi 70. Le drone, qui coopère avec le Sukhoi 57. Ah oui, des gens ne savent pas. Mais c'est un drone qui a été conçu pour détruire les défenses antiaériennes ennemies. Et donc, ce drone-là, il fonctionne parce que c'est un système intégré. Donc, le pilote du Sukhoi 57 de 5e génération, c'est un avion de 5e génération, a son drone. Et son drone, son rôle, c'est-à-dire le pilote, il est en l'air là-bas. Il pilote son avion et en même temps, il pilote le drone. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a deux systèmes différents. L'avion est piloté par l'être humain et en même temps, il pilote aussi un autre drone. Donc, c'est un gros drone qui peut porter des gros missiles. C'est comme le B-1 américain, les gros drones. Vous connaissez ça, non? Donc, le pilote, lui, il est dans son Sukhoi 57, il est en arrière et puis il met le drone devant. Le drone vole à haute altitude pour échapper aux défenses antiaériennes. Donc le drone, lui, il pénètre le territoire ennemi. Et quand il est sur le territoire ennemi, dans l'espace aérien de l'ennemi, il repère les systèmes de défense antiaérienne de l'ennemi en temps réel. Et donc le pilote du Sukhoi 57, lui, il voit directement parce que ça lui envoie les images en temps réel. Immédiatement. Il n'y a pas histoire de dire c'est décalé d'une minute. Non. C'est comme si il regardait, c'est un film en direct. Et donc, le pilote du Sukhoi 57, il sait que le drone a repéré tel endroit, voici. Donc, lui, il appuie seulement le missile en étant tout le temps en dehors des portées des missiles anti-aériens de l'ennemi. Il appuie seulement, il lance le missile, il guide le missile là où l'avion a repéré les défenses aériennes ou bien l'attroupement des troupes, et puis il frappe là. Et c'est comme ça. Mais la Russie n'a même pas encore utilisé toutes ses capacités. Elle n'a même pas encore utilisé toutes ses capacités. Donc vous comprenez? Et c'est comme ça. Elle n'a même pas encore utilisé toutes ses capacités. Et c'est comme ça. Elle fait parce qu'elle sait que elle va décimer l'armée ukrainienne. Et ce qui inquiète les Occidentaux en ce moment, ils disent non, l'Ukraine,
Pourquoi l'Occident n'amène pas les armes lourdes? Parce que c'est difficile, c'est du mensonge. Les Occidentaux ont déjà envoyé les armes lourdes qu'ils avaient. Et ils n'ont pas encore amené tout, mais ils ont déjà amené une très grande partie de leurs meilleures armes. Mais en voyant sur le terrain, ils voient que malgré ces nouvelles armes, mais les Ukrainiens n'arrivent pas à prendre du terrain. Et ils perdent. Hein? Ils perdent des villes tombent comme des trucs, des mouches. Donc, il y a d'autres qui commencent à se poser des questions. Où vont ces armes? Est-ce que ce n'est pas une mauvaise campagne pour les Occidentaux? Et donc, pour cacher la réalité, ils vont croire que non, ils n'ont même pas encore donné les bonnes armes aux Ukrainiens, et que les armes sont en cours. Mais depuis quand? Combien de trucs de jours ils nous disent que non, les armes occidentales, vous allez changer les données, ceci, cela. Mais ça fait maintenant 2 mois qu'ils ne cessent de dire que les armes occidentales étaient déjà en route. Et ils ont montré les Césars, les canons Césars. Ils ont montré toutes sortes de trucs d'armes. Mais ces armes sont déjà là-bas. Pourquoi ça ne change rien? Ça ne change rien parce que les armes ne sont pas supérieures aux armes russes. C'est de ça qu'il s'agit. Et les gens doivent le savoir. Est-ce que vous comprenez? Les gens doivent savoir que les armes occidentales ne sont pas supérieures aux armes occidentales. Les armes occidentales ne sont pas supérieures aux armes russes. Ce qui a poussé le premier ministre polonais à demander aux Occidentaux d'envoyer des missiles nucléaires tactiques. Ils n'ont qu'à donner ça aux Ukrainiens. Vous ne savez pas? Oui, ils ont dit qu'ils n'ont qu'à donner des missiles nucléaires tactiques aux Ukrainiens. Parce qu'ils savent qu'ils ont tout donné aux Ukrainiens. Les meilleures armes, ça ne change rien. Et donc, ils proposent maintenant des missiles nucléaires tactiques. C'est là la Russie a dit, si jamais la Pologne se met sur ce chemin pour envoyer des missiles nucléaires tactiques, la Russie frappera la Pologne avec des missiles nucléaires immédiatement. Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a averti la Pologne pour dire, si vous traversez cette ligne rouge pour donner des missiles nucléaires tactiques à la Pologne via votre territoire, la Russie ripostera avec des armes nucléaires en frappant la Pologne. Donc voilà, c'est ce que la Russie ne voulait pas, armes nucléaires sur le territoire ukrainien qui va menacer la Fédération de Russie. Et c'est ce que les Polonais proposent maintenant. Donc vous comprenez qu'au fur et à mesure que les jours passent, mais la violence monte de grade. Est-ce que vous comprenez? Parce que les Occidentaux, ils ont tout fait, ils ne peuvent pas. Donc il y a même un général qui a dit, mais pour que les choses changent, il faudrait que les Occidentaux interviennent directement. C'est-à-dire, tous les chars de guerre de l'OTAN, l'aviation de l'OTAN, et puis les navires de l'OTAN n'ont qu'à intervenir directement pour changer les choses. Sinon, donner des armes à l'Ukraine, ça ne peut rien changer. Mais c'est là maintenant, ils font un mauvais calcul. Parce que jusqu'à présent, les alliés de la Russie ne se sont pas encore montrés. Et la Russie est seule face à 50 pays, vous imaginez? Et ces pays se vantent d'avoir les meilleures technologies du monde. Est-ce que vous comprenez? Les pays européens, tous ceux-là, ils se vantent d'avoir les meilleures technologies du monde. Mais malgré cela, avec leur coalition, la Russie est seule. La Russie n'a même pas encore fait appel à une aide militaire extérieure. Au début, ils nous ont fait croire que la Russie demandait l'aide militaire à la Chine pour brouiller les pistes. Mais c'était des mensonges. Ils nous avaient fait croire que la Russie n'avait plus d'armement, manquait de trucs, de munitions, manquait de missiles. Et que, voilà, le moral des soldats russes était très bas. Tout ça, c'était des mensonges. Ils inventaient des choses qui n'étaient pas vraies, Mais avec le temps, on a découvert que c'était des mensonges en fait. La Chine n'a jamais aidé la Russie militairement. La Russie n'a jamais fait appel à l'un de ses alliés, que ce soit l'Iran, que ce soit le Hezbollah, que ce soit la Corée du Nord, que ce soit la Biélorussie, que ce soit les autres pays. La Russie, même le Vietnam, que la Russie avait aidé, lorsque l'Amérique et le Vietnam se laissaient, l'Union soviétique avait aidé les Vietnamiens. La Russie n'a jamais fait appel aux Vietnamiens pour dire ah, c'est mon tour, aidez-moi. La Russie est seule et gagne du terrain. Donc c'est une humiliation totale de l'OTAN. Et donc les pays membres de l'OTAN, ils veulent se défaire de l'affaire. D'autres veulent se défaire. C'est là Macron a dit non, n'humilions pas la Russie. En réalité, c'est la Russie qui est en train d'humilier l'OTAN. Et donc comme ils voyaient déjà leur défaite arriver,
Ils avaient commencé à faire de la propagande. Non, n'humilions pas la Russie. Hein? L'Ukraine doit céder son territoire à la Russie, ceci, cela. Maintenant, il y a des radicaux qui ont dit non, pas question. On doit aider les Ukrainiens. Et donc, Macron a changé de bouche. Hein? Draghi, le ministre italien, ils ont changé de bouche. Ils ont dit non, on doit battre la Russie sur le terrain. On doit. Ah, mais vous dites, vous n'êtes pas impliqué. Maintenant, vous dites, on doit gagner la guerre sur le territoire ukrainien. On doit gagner la Russie. Parce que si on perd, ce n'est pas bon pour les autres pays. Ah, donc, eux, ils reconnaissent qu'ils sont impliqués et qu'ils doivent battre la Russie. Mais la réalité est qu'ils ne pourront jamais battre la Russie. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne pourront jamais battre la Russie. Et la Russie ne manque pas d'armement. Si la Russie manquait d'armes, elle allait faire appel à ses alliés pour dire alimentez-moi en armes. Mais la Russie ne manque pas d'armes. Ce sont ces armes seulement qu'elle utilise. Les Ukrainiens, eux, ils n'ont même plus d'armes. Ils utilisent les armes des pays occidentaux ainsi que les mercenaires qui sont là-bas et tout. Mais la Russie n'a même pas encore demandé l'aide à l'un de ses alliés pour dire ah, j'ai besoin d'armes. La Chine donne, parce qu'il y a une autoroute maintenant qui quitte en Russie, qui passe sur le fleuve l'Amour, qui va directement en Chine. Donc la Chine pouvait faire entrer des armes en Russie sans aucun souci. Mais la Russie n'a jamais fait ça. La Corée du Nord pouvait envoyer des armes à la Russie. C'est un pays militarisé jusqu'aux cheveux. Mais la Russie n'a jamais demandé. Kim Jong-un, il a soutenu Poutine officiellement avant-hier. Il dit qu'il soutient l'action de Poutine en Ukraine et qu'il le soutient, que la Corée du Nord a tout son soutien. Donc c'est une manière de dire, au cas où la guerre s'aggravait, nous sommes prêts à t'accompagner Poutine. Donc les Chinois aussi qui sont dans la gamme, mais la Russie et l'Inde viennent de signer un accord Russie, Inde et Iran sur la mer. Donc une nouvelle voie maritime vient d'être signée par ces trois pays. Donc pour ne plus que les Occidentaux qui contrôlent la mer fassent le malin. Et donc ce qui veut dire le commerce qui va se passer de Saint-Pétersbourg jusqu'à vers l'Inde et l'Iran, mais ceux qui vont assurer la sécurité, ça sera l'Inde, l'Iran et la Russie sur cette mer. Donc les Occidentaux n'auront plus leur droit à dire sur cette partie de la mer. Parce que voilà, les pays régionaux puissants ont signé un accord pour accompagner les navires, pour faire le commerce, pour ne pas que le commerce soit perturbé par les Yankees. Donc voilà, et tous les pays qui sont à côté là vont profiter de ce nouveau accord sur la mer. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu ce qui se passe. Et les Occidentaux, ils ne comprennent plus rien. La guerre économique que la Russie a gagnée. Ils pensaient qu'ils allaient gagner la Russie, mais c'est le contraire qui s'est passé. Maintenant, la guerre militaire, la Russie est en train de gagner. Soit ils rentrent officiellement en guerre et c'est fini pour eux. Soit ils restent les hypocrites. La Russie va prendre l'Ukraine, va prendre la Lituanie et l'Estonie. C'est clair. Il n'y aura pas de négociation parce que Poutine il s'est lancé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il ne peut pas laisser ce problème à la nouvelle génération. Et qu'il faudrait que lui, il règle tous ces problèmes avant qu'il ne quitte le pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui est gamé. Il dit qu'il ne peut pas abandonner cette histoire aux jeunes Russes. Et que lui, avant de quitter le pouvoir, il doit régler ce problème de frontières. Ce problème de l'OTAN avec la Russie, il doit régler ça d'abord. Et il doit léguer maintenant une Russie qui connaît ses frontières, qui n'est plus menacée. Il doit maintenant léguer ça à la nouvelle génération. Et donc, Poutine, il sait ce qu'il fait. Là où il est engagé, là, il se dit, ces temps ne sont plus assez. Soit il va quitter le pouvoir, soit en 2024 ou en 2030. Mais d'ici, ça va arriver là. Il veut régler tous les problèmes de la Russie avec les pays à côté. Donc, il veut... Même la Finlande faisait partie de la Russie, de l'Union soviétique. Est-ce que vous le savez? Ah oui, la Finlande faisait partie de l'Union soviétique. Et Poutine a évoqué ça. Pour dire si les Finlandais ne restent pas tranquilles, s'ils veulent menacer la Russie, s'ils rentrent dans l'OTAN, dans le but d'emmener des missiles nucléaires, la Russie sera dans l'obligation de reprendre le territoire finlandais qui appartenait auparavant au Tsar. Donc vous comprenez, ils sont dans une gamme qui dépasse le truc. Ils sont dans une gamme. Donc les Finlandais, j'ai vu le Premier ministre
non, le président finlandais, il a dit, bon, si la Suède ne rentre pas dans l'OTAN, eux, ils vont renoncer à l'entrée dans l'OTAN. Donc, ils vont dire, bon, la Finlande aussi refuse de rentrer dans l'OTAN. Mais pourquoi ils font marche arrière? Parce que Poutine a fait comprendre que la Finlande appartenait à la Russie, au SAR. Ah oui? Donc, il y a plusieurs territoires qui appartenaient à la Russie, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, s'ils veulent continuer, mais la Russie sera dans l'obligation de reprendre ces différents États. Tous les États qui vont être menaçants envers la Russie, qui étaient dans le passé, dans l'Union soviétique, la Russie va aller conquérir ça. Soit ils restent tranquilles, ils ne participent pas aux hostilités, et ils ont leur indépendance. Soit ils deviennent hostiles envers la Russie, et la Russie dit, bon, comme on vous a donné indépendance, c'est pourquoi vous faites ça. Maintenant, nous allons reprendre nos territoires. Et donc, voilà. Parce que la Russie était très grande auparavant. Et c'était un fardeau. Donc, la Russie avait décidé de demander aux autres villes russes de devenir indépendantes, mais tout en coopérant avec la Russie et tout, parce que c'est le même peuple slave. Mais ces pays-là sont devenus maintenant des satellites des pays membres de l'OTAN. C'est ce que Poutine ne veut pas. Et puis, il veut régler les cas un à un. Et donc, c'est qui a démarré là? C'est la troisième guerre mondiale, on est dedans. Parce que la Russie va reprendre. Donc, l'Ukraine, bientôt, vous verrez, la Russie va dire, bon, l'Ukraine n'est plus indépendante. Et que l'Ukraine appartient à la Russie. L'Estonie, la Lituanie ne sont plus indépendantes et que ce sont des territoires russes. Et c'est fini. Donc, voilà un peu, on est dans le game et nous assistons à ce qui va se passer dans les jours à venir parce que ça va s'aggraver. Hein? Voilà, la violence va se multiplier. Donc, on est ensemble. Bonne soirée à vous. Prenez bien soin de vous et merci à toutes les personnes qui m'ont donné des étoiles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi à vos familles. Celles qui ne m'ont pas donné, j'espère que la prochaine fois, vous allez aussi me donner. On est ensemble. Ciao.